Bonjour, ravi de vous retrouver et de vous accueillir sur le plateau de Face aux syndicats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Selim Halili, qui est le directeur de l'IFRASEC, l'Institut français de sécurité civile. Bonjour Selim. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Agora News Sécurité. Alors, l'IFRASEC, c'est un think tank, comme on l'appelle aujourd'hui, de façon moderne, ouvert à tous les acteurs de la sécurité civile, pour essayer d'éclairer, de mettre en perspective les grands enjeux du secteur. Vous fournissez des éléments de compréhension des enjeux actuels en ce qui concerne la sécurité civile en France. Et en parallèle, vous êtes aussi force de proposition auprès des politiques publiques et avec les politiques publiques en matière de sécurité civile, et ce, autour de 7 thèmes à développer. Est-ce que j'ai bien résumé déjà l'idée du think tank ? Vous avez parfaitement résumé effectivement le projet de l'IFRASEC, l'Institut français de sécurité civile, qui a été créé en 2014 sous l'impulsion de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et du ministère de l'Intérieur de l'époque, dont le ministre était Emmanuel Valls. Donc, c'était quelque chose qui était très important de signifier, de souligner effectivement la dynamique autour de la sécurité civile et d'expliquer que le monde de la sécurité civile, et particulièrement les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, avaient des choses à dire, avaient une expertise à valoriser, et que ça n'était pas nécessairement bien perçu, notamment dans l'espace public, en source ouverte, lorsque vous cherchiez des informations en matière de sécurité civile. L'information n'était pas toujours facilement accessible. Elle existait à travers des revues spécialisées, souvent sous format papier, et puis peut-être réservées à certains experts. L'idée, c'était de démocratiser l'accès à la question de la sécurité civile et de permettre à tout à chacun de s'éduquer un petit peu sur ces enjeux-là, et puis aussi de permettre aux sapeurs-pompiers d'avoir une voix au chapitre, en dehors évidemment du cadre institutionnel que représente notamment la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, à travers un vecteur qui était l'IFRASEC, et de dire voilà, le monde de la sécurité civile, et particulièrement les sapeurs-pompiers, ont une expertise à faire valoir, une vision des choses sur le périmètre global de la sécurité civile. Et c'était l'intérêt de l'IFRASEC, avec, je dois le rappeler, c'est vraiment important, le soutien à la fois du ministère de l'Intérieur de l'époque et la Fédération française des métiers d'incendie, qui a été l'un des fondateurs également de ce think tank. Alors, 7 piliers, c'est pas les 7 piliers de la sagesse, mais c'est les 7 piliers impactants et prospectives qu'on peut développer ensemble. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, au lancement du think tank, on s'est dit... Ça correspond à quoi la sécurité civile ? Comment on réfléchit sur les questions de sécurité civile ? Et c'est pour ça qu'on a identifié à l'époque 7 axes de recherche, de thématiques, qui nous paraissaient pertinents et pour lesquels on a travaillé, publié un certain nombre de notes et de groupes de travail, avec certaines thématiques qui sont plus prégnantes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je sais justement, on va faire un point là-dessus. Alors, vous commencez par le premier pilier qui est population et secours et personnes. Ça, c'est important. Oui, c'est important parce qu'en fait, on a dans l'imaginaire commun l'image du pompier qui vient éteindre le feu, un incendie d'habitation ou d'un site industriel. Mais il faut savoir que le secours d'urgence aux personnes représente plus de 90% de l'activité des sapeurs-pompiers aujourd'hui en France. L'incendie, le feu, de manière générale, c'est entre 6 et 7% du nombre d'interventions. Donc en fait, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont au cœur de ce qu'on appelle le secours aux personnes. Accident de voiture, de voirie, problème de santé chez soi. Problème de santé, vous faites un arrêt cardiaque dans la rue, vous avez un accident de voiture, vous vous cassez la jambe ou vous avez un accident soit dans le métro ou sur une piste de ski. Ce sont les sapeurs-pompiers qui viennent vous secourir sur tout le territoire, 24 heures sur 24. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaitait... Une thématique sur laquelle on souhaitait insister parce que c'est souvent méconnu. Ce qui est méconnu, c'est la volumétrie. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, les sapeurs-pompiers sont les acteurs du secours au quotidien. Et on rappelle que ce qui prenait une grande part dans leur intervention, qui était de porter secours aux chats perchés dans les arbres, maintenant ils ne le font plus. C'est important de le signaler. Oui, tout à fait. Il y a eu des abus par le passé de citoyens qui considéraient effectivement les pompiers disponibles à toute heure pour tout et n'importe quoi. Vous aviez un problème de serrure, on appelait les sapeurs-pompiers. Il y a des exemples à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont éloquents pour ça. Non, il y a aussi un travail d'éducation des populations, parce que lorsqu'on sursollicite les centres d'appel de secours pour des choses qui ne correspondent pas
vraiment à la question de l'urgence et au secours, vous encombrez les lignes. Bien sûr. Et donc, ils sont moins disponibles pour les urgences. Moins disponibles pour les vraies urgences. Bien sûr. Alors, le deuxième pilier, c'est le volontariat et la citoyenneté. Ça, c'est très important parce que, on parle à beaucoup de professionnels au sein d'Ago-Radio Sécurité, mais parfois des gens qui sont un petit peu moins pros et qui ne savent pas une grande partie, une grande majorité des pompiers sont des volontaires. C'est le paradoxe du monde pompier et de la sécurité civile. Tout le monde connaît les pompiers et personne ne connaît réellement l'organisation réelle de la sécurité civile en France qui en fait, s'organise autour de 3 piliers principaux. Vous avez les sapeurs-pompiers qui dépendent du ministère de la Défense, qui sont des militaires. Donc vous avez l'exemple de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de Marseille, donc qui sont vraiment les fers de lance souvent médiatiques du monde pompier, mais qui ont des statuts très spécifiques. Pourquoi ? Parce que 98% du reste des pompiers sont soit volontaires ou professionnels. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les 250 000 à peu près sapeurs-pompiers qu'il y a en France, plus de 190 000 sont sapeurs-pompiers volontaires. Donc évidemment que le focus, et c'est très jacobin et très parisien d'avoir un focus sur la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui a une renommée, une expertise avérée, mais en fait lorsque vous faites 50 km, ou même un petit peu moins, si vous appelez les secours, il y a de très grandes chances que ce soit des sapeurs-pompiers volontaires qui viennent vous aider, puisque plus de 65% des secours en France sont administrés par des sapeurs-pompiers volontaires. Donc là, l'idée, c'est de réfléchir justement aux nouvelles modalités d'engagement citoyen. Oui. Partant du principe que effectivement la majorité des interventions de secours relèvent et sollicitent des sapeurs-pompiers volontaires, donc de l'engagement citoyen, des personnes comme vous et moi, qui font le choix à 3h du matin de se lever et d'aller aider éventuellement leur voisin ou une personne qu'ils ne connaissent pas pour la secourir. Donc ça nécessite une réflexion sur ce que veut dire l'engagement. Et évidemment, au fur et à mesure des années, des époques, la notion même d'engagement évolue. Bien sûr. On ne s'engage pas de la même manière. La sociologie même des gens qui s'engagent n'est pas la même. L'évolution des modes d'engagement également ne sont pas les mêmes. Donc le monde pompier n'est pas fermé sur lui-même et donc subit aussi ces évolutions-là. Et donc ça nécessite une réflexion sur quelles sont les nouvelles modalités d'engagement, comment on peut promouvoir cet engagement citoyen. Et ça demande des réflexions, du travail avec des sociologues, avec des experts métiers, avec des sapeurs-pompiers eux-mêmes, qui nous expliquent l'évolution de leur métier et quels sont les axes qui permettent éventuellement de renforcer ce volontariat qui est absolument au cœur du modèle français de sécurité civile. À ce propos, est-ce que justement on est dans une génération où il y a moins d'engagement citoyen au sein des pompiers? On le ressent ou pas du tout? On ne peut pas dire qu'il y a moins d'engagement parce que globalement les chiffres sont plutôt bons encore, mais c'est vrai qu'en fonction des territoires, tout ne se vaut pas. Il y a des territoires qui sont plus ou moins en difficulté sur la question du volontariat et d'autres qui ne connaissent pas de difficulté. Bon, il y a des questions historiques, ce serait un peu trop long pour rentrer dans le détail. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut continuer de renforcer cet engagement citoyen parce que c'est la colonne vertébrale du modèle français de sécurité civile et qu'on ne peut pas se permettre une fragilisation de ce modèle-là. D'accord. C'est absolument indispensable. Alors, le troisième point, c'est économie et filière industrielle, comme vous l'appelez. Deux aspects importants de la sécurité civile. Les enjeux en matière économique, effectivement. Si la Fédération française des métiers d'incendie s'est associée dès l'origine à l'Institut français de sécurité civile, c'était aussi pour exprimer la voix du monde économique, du monde industriel et de dire qu'au-delà de l'engagement citoyen, qu'au-delà de l'expertise métier des sapeurs-pompiers dans leur ensemble, il y avait toute une filière industrielle des hommes et des femmes qui, au quotidien, faisaient preuve d'innovation, d'ingéniosité et aussi d'investissement pour permettre aux sapeurs-pompiers d'avoir le matériel le plus en pointe, qu'il s'agisse des équipements individuels, qu'il s'agisse des camions, etc., ou des systèmes d'information. Et donc, tout cet écosystème-là, comme on peut le dire, nécessite d'une certaine manière, non pas d'être mis en valeur, mais d'être explicité. On n'est pas là, nous, pour défendre telle ou telle entreprise. Ce n'est absolument pas l'objet de l'IFRASEC. Néanmoins, on est là pour défendre une conception de la filière industrielle, une forme aussi de souveraineté économique, de se dire c'est important de conserver des entreprises en France, localisées en France, avec un savoir-faire français pour ne pas dépendre systématiquement des industries étrangères sur des technologies qu'on pourrait considérer comme des technologies de souveraineté. Je rappelle que la question de sécurité civile, c'est un domaine régalien. Et donc, c'est important aussi que l'État français puisse se reposer sur un tissu industriel qui fasse à la fois, d'une certaine manière, l'honneur de la France, et qui permettent aussi accessoirement de travailler aux excédents budgétaires, notamment à l'export, puisque
le modèle français étant parfois reconnu à l'international, derrière, il y a les industriels qui peuvent aussi pousser et valoriser les industries françaises à l'international. Tout ce qui est matériel, fabrication de vêtements professionnels. Voilà, c'est ce qu'on appelle les EPI, les équipements individuels. Hein, voilà, il y a des sociétés françaises très bien implantées qui ont une vraie expertise et qui se battent dans la concurrence mondiale qui n'est pas simple non plus. Parce qu'effectivement, les relais de croissance ne sont pas simplement en France, ils sont aussi à l'export. Et donc c'est pour ça que c'est important pour nous de réfléchir sur les dynamiques d'innovation. On parle souvent aussi de la question des marchés publics, de la mutualisation, enfin tout ce qui permet de créer un écosystème favorable aux entreprises, et pas simplement aux entreprises, c'est aussi à l'emploi, à l'innovation et au dynamisme des territoires, parce que la plupart de ces entreprises ne sont pas basées dans le centre de Paris. Bien sûr. Elles sont basées en province, dans nos territoires, ancrées dans nos territoires, avec une implication forte sur le dynamisme économique. Alors le quatrième point est très intéressant parce qu'il est spécifique à l'Hexagone, à la France, c'est l'aménagement du territoire et l'intelligence territoriale, puisque on aborde aussi bien le côté maritime, et on est bien servi en France, montagne également, forêt, je n'en parle pas, et zone urbaine et industrielle, comme dans tous les pays. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça à prendre en compte. Oui, depuis la réforme départementale, ce qu'on a appelé la départementalisation des services d'incendie et de secours en 1996, les sapeurs-pompiers, les services départementaux d'incendie et de secours, donc ce qu'on appelle les SDIS, sont devenus des acteurs majeurs de l'aménagement du territoire, à la fois dans la perception globale des risques, c'est-à-dire sur un territoire, on va cartographier ces risques-là, et ce sont les sapeurs-pompiers qui sont en charge de cette cartographie des risques, pour ensuite allouer des moyens nécessaires pour permettre éventuellement, en cas de survenance d'une crise, de répondre de manière tout à fait pertinente. Mais au-delà de ça, et ce qui est important à comprendre, c'est que bien souvent, les sapeurs-pompiers sont perçus comme, entre guillemets, une charge pour la sécurité globale, alors même qu'ils sont au cœur du dynamisme des territoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une couverture des risques qui est bien anticipée, bien cartographiée, que vous avez des moyens pour répondre à un certain nombre d'accidents, de crises, etc., vous rendez le territoire plus résilient. Et donc, par définition, si vous rendez ce territoire plus résilient, vous le rendez plus dynamique, que ce soit d'un point de vue économique, démographique. Et donc, par définition, les sapeurs-pompiers, contrairement à une vision peut-être parfois irénique ou simplement comptable, ne sont pas simplement une charge correspondant à une charge de sécurité sur un territoire, mais sont aussi, dans leur ADN, un acteur, un vecteur de la résilience des territoires. Et ça, c'est un élément important parce qu'on a trop souvent tendance en France, malheureusement, à considérer la sécurité, l'investissement dans la sécurité comme une charge. Alors que quand on investit dans la sécurité civile, dans la sécurité des territoires, eh ben on investit dans la résilience des territoires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On crée de la valeur. Alors, c'est le fait d'être fort, très fort chez soi, veut dire aussi qu'on s'ouvre vers l'extérieur, qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. C'est le cinquième point que vous développez, sur lequel vous travaillez à l'IFRASEC, l'Europe et l'international. C'est une analyse justement comparée des systèmes de sécurité civile à travers le monde. Oui, tout à fait. C'est extrêmement important. On a beaucoup à apprendre des autres. On a beaucoup à apprendre des autres, et c'est vrai que dès l'origine, on a voulu inscrire l'IFRASEC dans une dimension internationale, c'est-à-dire de se dire, le modèle français a ses forces, mais aussi ses faiblesses. Il faut être lucide et assez objectif. Et c'est toujours intéressant de s'inspirer de ce que peuvent faire à la fois les Européens, mais pas simplement les Américains, les Singapouriens. On avait fait une étude très intéressante sur le système de sécurité civile à Singapour. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là permettent de nourrir la réflexion sur comment on peut améliorer le système. Parce qu'effectivement, à force, il faut éviter le nombrilisme et de se dire qu'on a le meilleur système du monde. On tourne en rond. C'est bien de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il faut systématiquement s'inspirer, comparer aussi. sans se comparer, sans s'autoflageller en se disant qu'on est moins bon, etc. Mais c'est important de se dire qu'est-ce qui se fait ailleurs et comment on peut s'inspirer des bonnes pratiques, tout simplement. Rapidement, il nous reste 2 points, plus de petites infos à rajouter. Le 6e point, c'est nouveaux risques et gestion globale des crises. En quelques mots. Là, c'est un axe qui va être de plus en plus important. Il s'agit de travailler sur l'évolution des doctrines. Vous savez que globalement, le monde de la sécurité civile est mu par un certain nombre de doctrines qui permettent l'emploi des forces sur le terrain. L'idée, c'est que dans la gestion globale des crises, là, c'est la question de la prospective et de l'anticipation. Comment on fait évoluer la doctrine, et notamment sur les grands enjeux, le réchauffement climatique, les questions des accidents industriels. Donc tout ça, ça nécessite une réflexion plus large. La crise sanitaire a été justement un exercice en temps réel ou pas? Alors en temps réel, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, bien souvent, l'idée, c'est de faire plutôt ce qu'on appelle des retours d'expérience. Quand vous êtes dans la crise, ce n'est pas le moment de la réflexion. Vous êtes dans l'action
Et derrière, ensuite, il s'agit de réfléchir à comment on a fait les choses, est-ce qu'on a bien fait ou pas, et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais quand vous êtes dans la crise, vous intervenez. Bien sûr. Le 7e et dernier point, c'est innovation et nouvelles technologies, technologies de l'information et des industries numériques qui impactent, bien évidemment. Oui, tout à fait. C'est un petit peu le corollaire. On a voulu le détacher de la question purement économique et filière et de se dire... le monde des TIC, des technologies de l'information et de la communication, va révolutionner à la fois l'administration des secours, mais aussi la manière dont le citoyen se perçoit lui-même comme au cœur de sa propre sécurité. Et donc, c'est important de voir quelles sont les technologies qui vont impacter à la fois les organisations, les services d'incendie et de secours, mais aussi l'administration des secours. Et vous avez aujourd'hui plein d'applications qui permettent aux citoyens d'être secourus plus rapidement ou d'être éventuellement lui-même acteur du secours. Et donc, très clairement, on emploie souvent le mot de disruption pour les technologies de l'information et de la communication. On veut essayer d'identifier quelles vont être ces technologies-là qui vont, d'une certaine manière, révolutionner les pratiques de secours et supporter les services d'incendie et de secours. Alors, on termine là-dessus, sur le fait de dire aussi que vous avez un certain nombre de contributeurs, des experts qui permettent d'alimenter le débat sur ces nombreux sujets. Néanmoins, je m'adresse à vous qui regardez Agora News Sécurité et qui aimez bien nos émissions et qui êtes des professionnels. Si vous êtes justement un professionnel de la sécurité civile, eh bien, l'IFRASEC recherche des contributeurs pour faire avancer leurs expertises. Donc n'hésitez pas à pianoter sur votre ordinateur le site internet de l'IFRASEC qui s'affiche www.ifrasec.org pour vous mettre en contact, parce que c'est toujours bienvenu d'avoir des expertises. Qui dit think tank dit plateforme de réflexion, et nous sommes ouverts vraiment à toutes les formes de réflexion, à toutes les expertises. Donc nous ne sommes pas un club fermé, avec 3-4 experts qui réfléchissent entre eux. Non, on veut s'ouvrir et on veut permettre à tout à chacun de pouvoir participer et de fournir l'expertise adéquate. Plus on est de fous, plus on réfléchit. C'est ça, voilà. Exactement. Merci beaucoup Selim Halili d'être venu sur le plateau d'Agora News Sécurité. À très bientôt. Merci à Benjamin Souhaité à la réalisation et à la Dream Team Agora à la production de cette émission. Rendez-vous très vite pour un prochain Face au syndicat. En attendant, prenez soin de vous.